L'Afrique en jeu, sport en légende, Silver-Henri Cissé. Partez, Marie-Josée Pérec vient de s'élancer, elle a pris un départ en calquant sa course pour l'instant sur Cathy Freeman. Elle a déjà remonté presque 3 mètres à Cathy Freeman, mais Youssouf a pris également un très bon départ de l'autre côté. Marie-Josée Pérec qui attaque la dernière ligne droite. Elle a pratiquement remonté son décalage. Marie-Josée Pérec, elle est à nouveau championne olympique. Ce 400 mètres aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996 reste un moment d'anthologie. Il consolide la consécration de Marie-Josée Pérec et la naissance d'une rivalité semblable à une tragédie grecque qui connaîtra un dénouement saisissant en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Le sport est en légende sur Radio France Internationale, aujourd'hui avec le duel Pérec-Freeman. Bien loin de la tragédie qu'elle connaîtra aux Jeux Olympiques de Sydney, Marie-Josée Pérec s'est révélée au monde une nouvelle fois à Paris 2024 en allumant la vasque de la flamme olympique aux côtés de Teddy Riner. Nicolas Bancel, vous avez certainement vu ce moment clé et très important. Vous nous appelez de la région lyonnaise où vous résidez. Vous êtes historien du sport. Ce duel dont nous parlons, c'est une communauté de destin tout d'abord entre Pérec la Guadeloupéenne et Freeman l'aborigène. Oui, on peut dire ça parce qu'elles appartiennent toutes les deux à des minorités. La minorité aborigène pour Cathy Freeman, qui est tributaire d'un lourd passé, évidemment, puisqu'elle était vouée à la disparition par les colons britanniques pendant de nombreuses générations. On avait enlevé sa grand-mère, qui avait été placée dans un foyer spécialisé, entre guillemets, pour la couper en fait de ses racines aborigènes. Et puis, pour Marie-Josée Pérec, c'est une Guadeloupéenne. Elle vient d'une île qui a été fondée sur l'esclavage et ce passé pèse encore lourdement sur les relations sociales dans l'île de Guadeloupe. Donc elles ont une communauté effectivement de destin au-delà du sport qui les fait représenter en quelque sorte deux minorités. Nicolas Bancel, tous les samedis dans le prolongement de Paris 2024, nous replongeons dans les époques légendaires du sport avec des historiens et des portraits sensibles. Et je vais vous proposer en lecture maintenant Rien ne sert de courir. Le livre de Marie-Josée Pérec paru chez Grasset, où elle explique les raisons d'une affaire sidérante qui tiendra le monde en haleine au cœur de l'été 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Il ne saurait être question ici de jeter le moindre doute sur la victoire de Cathy Freeman. Elle a gagné sa course. Elle a mérité sa médaille. Elle était au rendez-vous, elle n'a pas faibli ni failli. Quand j'en étais bénéficiaire, j'ai assez répété que seule la victoire comptait, qu'elle excusait tout, qu'elle donnait tous les droits pour ne pas me perjurer aujourd'hui, ni jouer les pleureuses. Cathy Freeman est une jeune femme formidable, agréable et ouverte aux autres. Et je ne lui souhaite que du bon. Elle est ma sœur. Nous avons des origines et des convictions voisines. Elle est le symbole de la cause aborigène, brandissant le drapeau de son peuple à côté de celui de l'Australie aux Jeux du Commonwealth. Cela lui a valu quelques déboires, mais elle n'a pas cédé et continue à brandir les deux emblèmes à la fois. Moi, je suis antillaise, sans aucun doute moins démonstrative, mais tout aussi convaincue d'être issue d'un peuple victime de l'un des plus grands génocides de l'histoire. Avant les Jeux d'Atlanta, qui font d'elle ma dauphine sur 400 mètres, Freeman passe par Los Angeles. La concurrence n'est pas très relevée en Australie. Et pour elle, cela manque de répondants. Son boyfriend a les mêmes besoins de s'ouvrir l'esprit. Le couple débarque dans ma cité d'adoption et comme l'athlétisme est un monde où l'entraide minimale et le besoin de se renifler existent, je les invite avec tous les athlètes du groupe Smith à mon anniversaire. Prévenante, elle m'offre du parfum, du Chanel numéro 5. Je n'ai pas de parfum de référence, je change selon l'air du temps et mon humeur du moment. Pourtant, j'ai beau ne pas être fétichiste et éviter de m'entourer de gris-gris, jamais l'idée ne me viendrait d'utiliser ce cadeau de Cathy.
Jamais la plus insouciante des Antillaises ne s'aspergerait du parfum d'une rivale. Question de principe. À Sydney, je décide de zapper le village. Cela fait 6 ans que j'ai quitté la France. Je connais presque plus personne dans la délégation. Et puis, à tort ou à raison, j'ai le sentiment que les coquelets bleu, blanc, rouge ne savent pas monter sur leurs ergots. Qu'ils sont là en balade, déjà heureux de se promener dans leurs tenues officielles d'accréditation, battant leur plexus avec leurs cartes. J'ai donc décidé de reproduire exactement la méthode qui m'a si bien réussi. J'opte bien longtemps avant les Jeux pour un hébergement dans un établissement d'un groupe français. La réservation est faite par mon agent. À l'hôtel, j'ai le malheur de parcourir le premier quotidien d'une pile déposée là. Je le referme dans l'instant. Visiblement, une campagne féroce est engagée contre moi. Une représentante de la délégation française, qui a la charge de m'acheminer pour récupérer mon accréditation, me fixe rendez-vous dans le hall de mon hôtel. C'est ma première sortie. Madame Je me présente dans le hall à l'heure convenue. Surprise de taille. Cette personne est là, sourire aux lèvres, entourée de journalistes et de photographes avec lesquels elle est en grande discussion. Sitôt que j'apparais, les paparazzis font crépiter leurs objectifs. Ces photos feront la une des journaux du monde entier 2 jours plus tard. À peine avons-nous démarré que la file de poursuivants se lance à nos trousses. L'une des voitures nous suit de si près que nous évitons de peu l'accident. De retour, à l'appartement, je rencontre le directeur qui compatit et s'engage à prendre des mesures. Il m'indique la sortie du parking sur le côté du bâtiment que nous pourrons à l'avenir utiliser. Assez rapidement, des petits groupes d'individus se postent à cette sortie pour nous insulter systématiquement lors de nos allées et venues. Rentre dans ton pays. On ne veut pas de toi ici. Si tu ne dégages pas, on va t'arranger. On ne te lâchera pas. Je tente de me convaincre que tout cela n'est pas si grave. Mais bien vite, je ne peux plus le supporter. Puisqu'il n'est plus question pour nous de sortir, nous prenons nos repas dans la chambre. Les lieux étant équipés d'une cuisine. Ce jour-là, nous avons fait les provisions et préparé les aliments nécessaires avant de sortir. À notre retour, à notre grande stupéfaction, la nourriture est rangée dans des barquettes, comme si les femmes de ménage étaient passées, alors que nous avions précisé que nous ne souhaitions pas bénéficier du service de l'hôtel. Nous avions de plus accroché à la poignée de la porte la pancarte « Ne pas déranger ». Je ne peux retenir ma colère. Rien ne m'est plus insupportable que cette intrusion. D'ordinaire, je n'accepte jamais un aliment, une boisson qui ne soit pas de provenance certaine. Le reste est systématiquement envoyé à la poubelle. Là, je suis servi. Mais que veulent ces gens? Que cherchent-ils? Nous rappelons l'administration de l'hôtel, mais nous sentons bien qu'elle ne saura pas nous garantir la tranquillité nécessaire. Nous cherchons alors une maison à louer. Un journaliste de l'équipe me facilite la tâche en me mettant en contact avec un Australien qui aurait passé du temps en France dans le milieu du rugby. Son frère possède une maison à Sydney qui me conviendrait. Mais quand sa belle-sœur, qui est australienne, apprend qu'il s'agit de moi, elle s'y oppose et refuse de louer. Hors de question pour elle de faciliter la vie à celle que l'Australie veut faire tomber à tout prix. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas qu'une personne liée de si près à des sportifs français m'oppose un tel refus, accepte de me mettre ainsi à l'index. Je suis heurté et blessé. Je suis persona non grata en Australie. Le summum est atteint lorsqu'on sonne à la porte de ma chambre. Service, service. Pas la peine, ce n'est pas nécessaire. Vous avez un paquet. J'ouvre, un homme se tient droit devant moi et me lance d'une voix sombre. Il va falloir que tu dégages d'ici. On va t'exploser, on va te foutre en l'air. Je claque la porte, horrifié, montée immédiate d'adrénaline.
Je m'écroule, je suis submergé. Assise par terre, il me revient en mémoire tout ce qui m'est arrivé depuis le début de mon séjour, ces répétitions d'agression. Les questions fusent. Je sens que je perds pied. Je suis seul contre tous. Je repense ce qui est arrivé à la patineuse Nancy Kerrigan frappée au genou par des proches de Tonya Harding, sa rivale. Je repense à la tenniswoman Monica Seles, poignardée sur sa chaise de repos entre 2 sets par un fan de Steffi Graf. Je me vois sur le stade, agenouillé en position de départ, mis en joue par un tireur inconnu et invisible, et frappé avant l'envol. Ou bien, je suis dans l'ultime ligne droite, dans l'exaltation du final. Et là, j'entends comme une déflagration au loin, comme si cela ne me concernait pas. Mon front s'étoile, mes yeux se voilent, un liquide chaud et gluant coule sur mes joues. Voilà, je vais mourir. Évidence saisissante. Je ne pense plus alors qu'à fuir à jamais ce pays qui veut me faire disparaître. Je ne veux pas mourir là. Je ne peux plus faire face. Cela est trop. Mon désarroi est total. Oui, à ce moment-là, je disjoncte. Je décide de partir et plus rien ne pourra m'en empêcher. Je ne suis pas accueilli en invité. Je ne suis pas désiré. Mon cuir n'est pas assez dur. Mon blindage ne résiste pas. On peut me faire valoir qu'une championne se doit de faire face à l'adversité. C'est vrai sur la piste. Mais pas à ce niveau, pas à chaque coin de rue. On ne peut rien contre cette impression d'avoir tout un peuple contre soi. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'un groupe actif était prêt à utiliser tous les moyens pour me faire craquer, en me pourrissant le quotidien, afin que je laisse la voie libre à Freeman. Tout cela n'était aucunement une conjonction d'actes isolés. Tout a été fait pour me pousser à bout. Nicolas Bancel, Marie-Josée Pérec était une femme timide, entièrement dévouée à son sport et apeurée par la pression toxique autour de la championne France telle qu'on vient de le voir. Comment a été perçue cette fuite ? Alors cette fuite a fait vraiment la une des journaux au niveau mondial parce que ça a été très très mal compris en fait. On ne connaissait pas cette histoire que Marie-Josée Pérec a racontée après, ces agressions répétées, cette crainte qu'elle a eue. On a découvert plus tard que c'était en raison de ces menaces qu'elle avait quitté les Jeux Olympiques en 2000. Au moment où elle les quitte, il y a beaucoup de polémiques, il y a des interprétations un peu malveillantes, il faut le dire, puisque on sait qu'elle avait un nouvel entraîneur, Wolfgang Meyer, qui était un peu sulfureux, qui avait entraîné notamment une ancienne détentrice de record du monde de la discipline, du 400 mètres, qui avait été convaincue de dopage. Donc, il y a eu ce soupçon de dopage qui était un peu dans l'air. Et puis, on a soupçonné aussi, on se souvient qu'en 1999, donc juste un an avant les Jeux de 2000 à Sydney, Cathy Freeman avait décroché la première place au championnat du monde. Elle était au top de sa forme et on a spéculé sur le fait que peut-être Marie-Josée Pérec avait eu peur en quelque sorte de cet affrontement, ce qui était a priori parfaitement ridicule. Donc, il a fallu attendre en fait ces révélations un peu tardives pour qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Vous écoutez l'Afrique en jeu, sport en légende sur RFI. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it.
Aretha Franklin dans l'Africain Jeu Sport en légende avec Natural Woman. Si j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Marie-Josée Pérec, une championne hors du commun qui a marqué l'histoire du sport par ses 3 médailles d'or à Barcelone et Atlanta, c'est pour vous permettre aussi de comprendre un épisode mémorable de l'olympisme qui a laissé le monde sans voix avec sa fuite aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Elle a fui, apeurée par l'hostilité de l'opinion australienne qui voyait en Pérec le mauvais génie qui pouvait empêcher l'Australienne Cathy Freeman de l'emporter sur 400 mètres. Freeman, une aborigène dont l'image a été utilisée pour construire un roman australien, mais un roman imaginaire. Elle a aussi été prise dans le contexte toxique de la politisation du sport. C'est ce que nous raconte le journaliste Patrick Montel et l'ancien champion olympique Stéphane Diagana dans leur livre « Mes héros des Jeux » paru aux éditions du Rocher et dont je vous propose la lecture. La jeune femme d'Atlanta est métamorphosée. Elle a désormais un statut à défendre. L'année précédente à Athènes, Freeman est devenue championne du monde du 400 mètres. Pour l'occasion, elle s'est rasé le crâne, a effectué son tour d'honneur en brandissant fièrement le drapeau noir, jaune et rouge, les couleurs du peuple aborigène. Les pisse-froids la somment de se justifier, elle esquive la charge. Je laisse la politique là où elle doit être, en dehors du stade. Je cours par passion. Si j'accomplis des actes politiques, ce sera la résultante de mon amour pour la course. À Melbourne, durant notre échange, Cathy reste sur ses gardes. Chacun de ses propos appelle un commentaire de la part de son mentor qui ne quitte pas des yeux sa muse. Manifestement, la championne est sous influence. Beaucoup plus tard, dans son autobiographie, la championne en conviendra volontiers. Le monde dans lequel j'évolue est dominé par les hommes blancs. Un monde taché d'erreurs et de larmes. 2 jours auparavant, nous avons partagé le quotidien de ses frères et sœurs oubliés qui se meurent dans l'indifférence générale. Robert Broffaut, le chef de la réserve, me dispense en préambule un petit cours de rattrapage. Les aborigènes ne sont plus que 400 000 fantômes aujourd'hui. À partir de 1860, l'expansion coloniale a décimé une grande partie du peuple originel afin de s'approprier les terres de nos ancêtres. Les Blancs n'ont jamais compris notre philosophie d'existence. C'est la terre qui nous possède et non l'inverse. Plus sournoisement ensuite, les colons ont vidé de sa substance notre culture basée sur la transmission orale en assistant financièrement les populations déplacées, les condamnant de fait à l'oisiveté. L'alcool et la drogue ont parachevé leur œuvre funeste. Aujourd'hui, nos jeunes à la dérive ne sont plus considérés par les anciens comme étant dignes d'être initiés. L'Australie est prospère, ce pays était à nous et nous avons tout perdu. Les Jeux sont une pratique de blanc, un sport de blanc, régi par des règles de blanc. Si Cathy y participe, ce seront ces Jeux. Elle n'a aucune légitimité pour nous associer à ses choix. Par bravade, peut-être, Robert Broffaut s'est choisi une autre reine, dont il a collé la photo sur son réfrigérateur. C'est Jeanne Calment, la femme la plus âgée de la Terre. Je lui décerne la médaille du cœur, la seule qui ait vraiment de l'importance. Cette femme est la reine de toutes les mères du monde, des Noirs comme des Blancs. Cathy assume courageusement le poids de son passé. En conférence de presse, elle dévoile ses bleus à l'âme. Sa sœur Anne-Marie, handicapée de naissance, décédée lorsqu'elle avait 17 ans. Depuis, elle dédie chacune de ses victoires, chacune de ses foulées à celle qui ne pouvait pas marcher. La voix étranglée par l'émotion, Cathy évoque ensuite la mémoire de sa grand-mère, kidnappée et placée dans un centre de rééducation. C'est le sombre épisode des générations volées, où des milliers d'enfants aborigènes ont été enlevés à leur famille jusqu'à la fin des années 1960. Les Jeux de Sydney approchent à grands pas. Pour Cathy, le fardeau semble bien trop lourd à porter. La voilà, comme Atlas, jadis condamné à porter la tragédie de son peuple sur ses épaules. À Sydney, son portrait s'affiche un peu partout dans les rues de la ville. Elle est l'athlète sandwich, l'athlète symbole, l'athlète étendard, le trait d'union rêvé, l'exception en trompe-l'œil, la Libye idéale.
Les médias du monde entier se repaissent de l'histoire d'une jeune aborigène intégrée, enviée et riche. Le trait est grossier, mais les communicants la propulsent en vitrine. Lors de la cérémonie d'ouverture, Cathy est désignée pour allumer la vasque. L'élu accomplit sa mission avec émotion dans des gerbes d'eau et des torrents de feu. La pression est telle que pendant l'Olympiade, Cathy refuse toutes les demandes d'interview. Le soir du grand soir, elle pénètre dans le stade, couverte de la tête aux pieds, comme si elle revendiquait son imperméabilité aux récupérations de tous bords. Dans sa combinaison futuriste verte et blanche, elle attend la dernière ligne droite sous les crépitements des flashs pour produire son effort et creuser l'écart. Sitôt la ligne d'arrivée franchie, Cathy ôte sa capuche. Sur son visage fermé, nulle joie excessive, mais peu à peu, les stigmates d'un immense soulagement. Elle s'agenouille, soudain abasourdie par le poids de l'histoire, se prend la tête à deux mains, alors seulement l'émotion la submerge. Ce qui est arrivé ce soir est un symbole. Quelque chose va changer pour les aborigènes. L'attitude des gens dans la rue, les décisions des politiques. Je sais que j'ai rendu beaucoup de gens heureux, quelle que soit leur vie, leur histoire. Et moi aussi, je suis heureuse d'avoir accompli ça. En est-elle intimement persuadée? Avait-elle d'autre choix que de prôner l'apaisement? En contrepartie, le Comité international olympique, d'ordinaire intraitable, l'autorise à parader dans le stade avec 2 drapeaux grossièrement réconciliés pour l'occasion. Le happy end fait le tour du monde. L'Australie rédemptrice fait amende honorable. Le mal est fait. Les aborigènes ne représentent plus que 1% de la population totale. Ils ont été assimilés de force, ne font plus de tort à personne. Ils se sont désagrégés comme des détails insignifiants de l'histoire. Sans vergogne, les Blancs se sont appropriés leur art. Les fruits de leur culture ancestrale sont devenus des produits de consommation courante. En 2002, à Londres, nos chemins se croisent une dernière fois. Cathy est méconnaissable. Les épaules avachies, la silhouette alourdie par les kilos superflus. Elle trottine sur la piste dans l'espoir d'un improbable comeback. Après Sydney, j'étais épuisée. J'avais besoin de repos. Je voulais un enfant, prendre ma retraite. Et le lendemain, je décrétais le contraire. La gorge nouée, j'évoque le devoir d'exemplarité que dans l'ombre les puissants imposent aux athlètes. De sa voix douce, Cathy en convient. Je pense qu'une partie de moi a essayé pendant un temps d'échapper à ses conséquences. En vain, manifestement. Cathy ne retrouvera jamais l'envie et l'appétit nécessaires pour rechausser les pointes. Du doigt, je lui montre son tatouage. Je lis « Te voilà libre désormais ». L'essentiel est intact, comme son charmant sourire. Cathy conserve en elle une motivation intrinsèque, la capacité de passer à l'action lorsque la cause lui semble juste. En 2007, Cathy crée à Palm Island, sa ville natale, une fondation destinée à favoriser l'éducation des enfants aborigènes. La tâche à accomplir est immense. En septembre 2014, un rapport annuel du gouvernement australien révèle en effet que les inégalités sociales entre les aborigènes et le reste de la population se sont encore aggravées. Les enfants aborigènes ont 7 fois plus de chances d'être victimes d'abus ou de négligence et parvenus à l'âge adulte, 23 fois plus de chances d'être emprisonnés. Qu'en pense Robert Broffaut? A-t-il enfin compris que Cathy n'était pas une marionnette? A-t-il laissé sur son réfrigérateur un petit espace libre pour coller sa photo à côté de celle de Jeanne Calment, notre mère à tous? Espérons vraiment que Cathy Freeman, issue d'une histoire tragique, ne soit pas marquée par la folie qui s'est emparée des Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Nicolas Bancel, dans l'histoire des Jeux, de nombreux sportifs se sont retrouvés pris en otage par la construction d'un roman national. En fait, presque tous les sportifs de très haut niveau, lorsqu'ils prennent la stature de champion et idolâtrés, sont utilisés dans le roman national. Ils en font presque tous les frais.
Il y a d'innombrables exemples d'ailleurs qui le montrent. On peut penser par exemple à Emil Zatopek, qui a été très longtemps utilisé par le régime communiste en Tchécoslovaquie pour prouver la validité de ce régime, le caractère extraordinaire de sa formation sportive et au-delà de la formation d'un nouvel homme communiste dont Zatopek était l'emblème, un athlète absolument extraordinaire, qui va se révolter d'ailleurs contre cette instrumentalisation de son parcours, puisque lors du printemps de Prague, eh bien, il va soutenir en fait les manifestants qui manifestent pour plus de liberté, la rupture en fait avec Moscou. Ça se terminera, on le sait, tragiquement. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Si je prends un exemple comme celui de Jesse Owens, Jesse Owens a symbolisé après 1936 et surtout après 1945 la lutte contre le nazisme et je dirais le caractère désirable des démocraties occidentales et en particulier des États-Unis. Mais en fait, Jesse Owens n'a jamais milité ni pour les droits civiques, ni d'ailleurs pour la démocratie américaine face au nazisme. Il a été utilisé dans un discours qui finalement l'a largement dépassé. On aurait comme ça d'autres exemples. Presque tous les athlètes, encore une fois, ont été utilisés à un moment ou à un autre pour servir le roman national à leur corps défendant le plus souvent. Nicolas Bancel, que pensez-vous du roman national écrit à Paris 2024 ? Pour être très honnête, le roman national qui a été écrit à Paris 2024 m'a quand même plu, je dois dire. On a tous été choqués, charmés, envoûtés en bien des endroits par la cérémonie d'ouverture qui a présenté une France multiculturelle, une France de la diversité, une France inclusive, une France inventive, énergique. J'ai trouvé ça assez revigorant. Ça nous éloigne évidemment des polémiques qu'on connaissait juste avant les Jeux sur l'extension de l'extrême droite, la question du racisme en France et des discriminations. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Je pense que c'est une espèce de parenthèse enchantée aussi parce que on est dans un Paris, une espèce de bulle en fait, où les policiers sont souriants, les supporters étrangers sont aux anges. On a une ambiance qui globalement, je trouve, est extrêmement agréable, servie par des spectacles incroyables. C'est un peu la France qui gagne, la France qui sait organiser les Jeux. Ça va, je pense, s'inscrire comme une date non négligeable, en quelque sorte, dans cette France à laquelle on aimerait croire, en fait. Merci Nicolas Bancel. On peut vous lire dans de nombreux ouvrages, notamment dans l'ouvrage collectif « Olympisme, une autre histoire du monde » auquel j'ai participé. Et je vous en remercie, Nicolas. Je vous recommande les ouvrages que nous avons lus dans Sport en légende aujourd'hui, les livres de Patrick Montel et Stéphane Diagana, Mes héros des Jeux, parus aux éditions du Rocher, ainsi que celui de Marie-Josée Pérec, qui s'intitule « Rien ne sert de courir » chez Grasset. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonici à la réalisation et à la production des instantanés historiques. Cette émission est disponible en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Sport en légende est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.